Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du mercredi 24 juillet 2024 que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, le coordonnateur résident des Nations Unies, Issa Sanogo, quittera bientôt la Grande Île. Il a été reçu ce matin au palais d'État Diavelou par le président Andrzej pour une visite d'adieu. L'occasion pour les deux parties de retracer la collaboration fructueuse entre Madagascar et les Nations Unies, notamment les progrès réalisés ensemble et leur soutien au développement du pays et à l'amélioration des conditions de la vie de la population malagasy. Après 4 ans en tant que coordonnateur résident des Nations Unies à Madagascar, Issa Sanogo quitte le pays. 4 ans durant lesquels l'efficacité du partenariat avec les Nations Unies s'est confirmée à travers ces nombreuses agences qui travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement, a déclaré le président Andrzej. Le PNUD, le PAM, l'ONUDI, l'UNFPA étaient aux côtés du gouvernement pour soutenir et accélérer les programmes définis par la politique générale de l'État. Le coordonnateur permanent Issa Sanogo a toujours contribué à tous les programmes qui coïncidaient avec les 3 piliers de développement établis par le président Andrzej. Il a toujours été aux côtés du gouvernement malagasy dans les nombreux programmes menés par le président Andrzej, notamment à travers sa participation au rapport de l'UNFPA sur la situation démographique 2024 le 11 juillet 2024 dernier. Il a également apporté sa contribution durant la lutte contre l'épidémie de Covid-19 et a toujours été aux côtés des responsables malagasy lors des différents cyclones qu'a enduré Madagascar. Le coordonnateur résident Issa Sanogo a été nommé au Cameroun, mais la coopération entre Madagascar et les Nations Unies se poursuit. Avant de quitter l'île, il a transmis sa reconnaissance et ses félicitations à Madame Mial Rajoelina, l'épouse du président de la République, pour sa nomination en tant que championne de la lutte contre la violence basée sur le genre, une cause importante pour les Nations Unies et le monde entier. En éducation, les 3 premiers jours de l'examen du baccalauréat se sont bien déroulés. Aucun incident majeur n'a été rencontré malgré les petites lacunes que les chefs de centre ont pu résoudre. Du côté des élèves, ces derniers affirment que le baccalauréat s'est déroulé sans problème malgré les difficultés au niveau des sujets, surtout les mathématiques. 3e journée de l'examen du baccalauréat. Les candidats ont passé aujourd'hui les matières de sciences physiques et d'histoire-géographie. Tout comme les candidats de la série D d'hier, les candidats au baccalauréat ont souvent rencontré des difficultés au niveau des sujets d'examen au cours de ces 3 jours, surtout pour les mathématiques. Au niveau de l'organisation, les élèves affirment que tout s'est bien passé en général. Chacun a suivi les consignes émises par les responsables de centre. D'autre part, certains élèves ont été surpris de la structure des sujets d'examen. Ils ne s'entendaient pas au sujet choisi durant ce baccalauréat. Ils ont alors fait de leur mieux pour s'en sortir pendant ces 3 jours. Néanmoins, d'autres élèves trouvent que l'examen était plus ou moins facile. Par ailleurs, les candidats passeront les épreuves de sciences naturelles et de français demain, jeudi 24 juillet. Matières qui clôtureront l'examen pour la catégorie générale. En revanche, les matières sciences socio-économiques des séries S et OSE se poursuivent vendredi pour les autres options, tandis que la catégorie technique se poursuit encore une semaine et se terminera le 1er août. Dans les actualités sociales, après la distribution massive de jugements supplétifs d'actes de naissance aux enfants d'Akamasou en juin dernier, dans le cadre du mois de l'enfance, le ministère de la Justice a procédé aujourd'hui à la distribution de copies à 615 enfants de ce centre. Plusieurs étapes sont nécessaires pour avoir une copie si la déclaration n'est pas effectuée dans les 30 jours de la naissance. Ces étapes dans ce reportage de nos journalistes sur les images de Yves Janel. Selon la loi, les parents ont 30 jours pour déclarer leur enfant auprès de la commune afin que l'enfant puisse jouir de tous ses droits. Cependant, pour diverses raisons, notamment financières et géographiques, cela n'est pas possible pour certains parents. Ces 2 personnes qui ont respectivement 16 et 24 ans par contre ont choisi librement de faire une copie car elles estiment que cela leur sera utile dans la vie, notamment pour avoir une carte d'identité nationale. Passé le délai de 30 jours, les parents doivent demander un jugement supplétif d'acte de naissance avant de pouvoir faire une copie.
La demande est faite lors des audiences foraines et plusieurs étapes devraient être respectées avant d'obtenir la copie. Il s'agit notamment de la demande de certificat de recherche infructueuse auprès de la commune pour prouver que l'enfant n'y est pas inscrit, la présentation d'un certificat d'examen somatique délivré par un médecin d'État pour définir l'âge de la personne, et enfin la présence de 2 témoins, explique la ministre de la Justice, Ranjamanatena Souland-Boulatine. La procédure en vue de la délivrance d'une copie peut durer jusqu'à plusieurs mois si l'enfant n'est pas déclaré dans les 30 jours qui suivent sa naissance, alors que déclaré à temps, cela ne dure qu'1 à 2 semaines. Aujourd'hui, les 615 enfants ayant reçu un jugement supplétif d'acte de naissance en juin dernier à la Kamasu Père Pedro ont reçu leur copie. Le Père Pedro a remercié le ministère pour cette initiative. Désormais, ces enfants sont des citoyens à part entière, a-t-il souligné. Cette initiative du ministère répond au premier et troisième pilier du président de la République Andrazouel, qui sont le capital humain et la bonne gouvernance. Et envoyer des enfants faire de l'atelier de vacances favorise leur développement intellectuel selon les parents. C'est ludique et éducatif à la fois d'après eux. Fin de Sénamirai, Yves Janel. Ils sont 17 à participer à cet atelier de vacances au sein d'une école privée de la capitale. Aujourd'hui, ils ont appris à faire de la pizza. Les enfants arrivent à 8h30 du matin et partent à 16h. Mais il n'y a pas que les cours de cuisine, car les activités changent tous les jours selon les explications. En effet, on leur apprend à faire le ménage. On leur enseigne également les langues étrangères et la musique. L'une des raisons qui ont convaincu les parents à envoyer leurs enfants à l'atelier de vacances est le développement des enfants. C'est la première fois cette année que cette école organise un tel atelier. Cela aide les enfants et les parents qui ne peuvent pas partir en vacances. Toutefois, ils ne sont pas encore nombreux, les parents qui envoient leurs enfants à participer à ces ateliers de vacances. Un terrain de 60 hectares situé à Aminamoutan fait l'objet d'un litige actuellement. Les héritiers du prétendu propriétaire s'opposent à ceux qui ont mis en valeur le terrain depuis plus de 30 ans. Un huissier est déjà venu sur place pour annoncer la destruction des maisons qui y sont bâties, mais les habitants ont contesté. Radramanazatouf. Ce terrain de 60 hectares situé dans le Fuktan d'Amnamoutan, commune d'Ampar, district de Souav-Nanjin, appartenait à un colon. À une certaine époque, un Malagasy l'a acheté au colon. Par la suite, ce nouveau propriétaire a rédigé une lettre officielle offrant le terrain aux villageois. Il a précisé qu'il ne voulait pour lui que les arbres qui y poussent. Depuis, les villageois ont mis en valeur le terrain en y cultivant, tandis que d'autres y ont construit des maisons. Il existe également différentes infrastructures comme des écoles. Cependant, actuellement, certains qui prétendent être des héritiers de la personne qui a acheté le terrain sont venus sur place avec des huissiers de justice et ont ordonné aux habitants de démolir toutes les constructions. Face à cette situation, les habitants craignent de perdre leur foyer et leurs terres et lancent un appel aux autorités compétentes. En effet, des milliers de personnes sont concernées par ce problème. Ils ont souligné avoir déjà effectué une demande officielle de ce terrain auprès du service des domaines. En politique, la cérémonie d'installation de 8 parlementaires issus de 3 régions, à savoir Analamang, Itas et Bunglav, s'est tenue ce jour à la gare de Souaran. Le président de l'Assemblée nationale a présidé la cérémonie en présence de nombreux responsables. Les notables ont donné leur bénédiction à ces nouveaux députés récemment élus. Après cette cérémonie, ce sera au tour des élus de la région d'Amouroune-Mani de recevoir leur écharpe. Et après la remise de son écharpe, le député Irmar du 4e arrondissement a exprimé sa volonté de travailler immédiatement. Il a souligné qu'il connaît bien les aspirations de la population de sa circonscription. Les députés sont prêts pour la nouvelle législature. Le député du 4e arrondissement, élu sous les couleurs de l'Irimar, Désiré Rafidmanen, a toujours été proche du peuple et les a aidés à travers ses actions sociales. Il a déclaré sa volonté de poursuivre ce qu'il a déjà entrepris et il a promis de développer sa circonscription. Il est parmi les 8 députés à avoir reçu leur écharpe ce jour à la gare Souarandou.
Dans un tout autre sujet, les professionnels travaillant dans le domaine de l'astronomie à Madagascar sont encore en sous-effectif. Pourtant, Madagascar est l'un des pays du continent africain possédant le plus grand radiotélescope. Peu de jeunes s'y intéressent et le secteur est encore ouvert, surtout qu'il y a la possibilité de bénéficier des bourses à l'étranger, a déclaré aujourd'hui un professeur de l'université d'Antananarivo. Andinena Martina, Zaranjiansu et Sech Andjianab pour plus de détails. Actuellement, Madagascar compte 10 Malagasy titulaires d'un doctorat dans le domaine de l'astronomie, dont le docteur Zara Ranjiamanakutu, astronome exerçant en Afrique du Sud. Selon lui, ce domaine est ouvert à tous et cela constitue la base de l'évolution humaine. Il faut donc promouvoir ce secteur pour que Madagascar dispose de techniciens professionnels. Cela commence par l'encouragement des jeunes, raison pour laquelle les astronomes sont venus à Madagascar pour dispenser des formations et partager leur expérience avec les jeunes qui étudient l'astrologie. Le département d'astronomie et d'astrophysique fait partie de la faculté des sciences de Madagascar. Au total, 30 jeunes ont déjà obtenu un master et ont jusqu'ici étudié à Madagascar. L'obtention de bourses dans cette filière est plus facile, a déclaré le professeur auprès de l'université. Les astronomes malgaches, aux côtés des enseignants, chercheurs et étudiants, ont pour objectif de développer le monde de l'astrologie dans le pays. Cependant, cela commence par la recherche et la coopération avec le gouvernement est nécessaire. Pour terminer les actualités locales, 450 000 lariars, tel est le coût pour assister à la 3e édition du FestiKite organisé à Antsiranana au mois d'août prochain. Le séjour durera au total 11 jours. Tous les repas et visites des lieux touristiques locaux sont inclus dans cette offre. La coopération avec le gouvernement et les opérateurs touristiques a permis de réduire le coût des services. Fin de Sénamireille, Yves Janel. Les réservations pour ceux qui souhaitent assister au festival FestiKite qui se tiendra dans la baie des Sakalav à Antsiranana du 18 au 28 août 2024 sont ouvertes. Il ne reste plus que quelques places disponibles pour bénéficier du tarif 450 000 lariars. Si en temps normal, cela coûte 2 020 000 lariars. Une des stratégies qui ont été mises en place pour promouvoir le tourisme à Madagascar est d'organiser des événements sportifs sur les sites touristiques de Madagascar. Pour Antsiranana, il s'agit du FestiKite qui en est déjà à sa 3e édition. Cet événement réunira les amateurs de kitesurf malagasy et étrangers. Selon les informations, ce sport peut se pratiquer à Antsiranana d'avril à novembre. À l'international, Emmanuel Macron a affirmé hier qu'il n'avait pas l'intention de nommer de nouveau gouvernement avant la fin des Jeux Olympiques mi-août et a balayé la candidature surprise avancée par la gauche pour Matignon. France 24. Bonsoir. Sa prise de parole était attendue. Emmanuel Macron s'est rarement exprimé depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. J'ai fait ce choix en conscience, avec beaucoup de gravité, parce que l'Assemblée nationale ne correspondait plus à la société française. S'il reconnaît la défaite de son camp, il ne reconnaît aucun gagnant et appelle les partis à faire des compromis. La majorité sortante, elle a perdu cette élection. Mais personne n'a gagné. Je les enjoins de travailler ensemble. C'est ce que les Français veulent. Et justement, 1 heure avant cette interview, coup de théâtre. Après 16 jours de négociations, le nouveau Front populaire propose un nom pour Matignon, Lucie Castet. Nom qu'Emmanuel Macron ne prend même pas la peine de citer. Le sujet n'est pas un nom donné par une formation politique. Un nom, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée. Du côté de la France insoumise, c'est la goutte de trop. Pour Jean-Luc Mélenchon, le président refuse le résultat de l'élection et veut nous imposer de force son nouveau front républicain. Il n'en est pas question. Respecter le vote des Français, il doit se soumettre ou se démettre. Manon Aubry, de son côté, dénonce les propos ambigus du chef de l'État. Pour Macron, c'est le résultat du premier tour des élections législatives qui compte. Donc il veut nommer Jordan Bardella à Matignon. D'ailleurs, le président Macron précise qu'il ne nommera personne avant la mi-août, avant la fin des JO. L'événement sportif, c'était l'autre grand thème de cette interview. Les jeux les plus inclusifs, les jeux les plus paritaires, sont les jeux les plus durables de l'histoire. On a divisé par 2 les émissions de CO2. Surtout des jeux aux défis sécuritaires hors normes, mais ce n'est pas là-dessus que le président insiste. On va à nouveau être enthousiaste.
et unis. Le pays en a besoin. Une trêve politique le temps des Jeux donc, qui promet de nombreuses surprises. Est-ce qu'elle participera à la cérémonie, Céline Dion? Maintenant, on peut se le dire, là où on est maintenant. Mais ce serait une formidable nouvelle parce que c'est une immense artiste et je serais immensément heureux si elle pouvait être à cette cérémonie d'ouverture comme tous nos compatriotes. Et Kamala Harris est arrivée dans la région de Milwaukee après avoir obtenu le soutien à la nomination des délégués démocrates. Il s'agissait de son premier rassemblement depuis qu'elle a lancé sa campagne il y a à peine 2 jours avec le soutien de Joe Biden. France 24. Freedom de Beyoncé, un choix de musique loin d'être anodin pour Kamala Harris. La vice-présidente s'apprête à entrer une nouvelle fois dans l'histoire en devenant la première femme de couleur à se retrouver sur le ticket démocrate lors d'une élection présidentielle. Ticket que Kamala Harris devra partager avec un ou une colistière au profil complémentaire au sien pour tenter de rafler le plus de voix possible. Les 2 options sont de choisir quelqu'un provenant d'un État violet, d'un swing state, c'est-à-dire le Michigan ou la Pennsylvanie, ou bien un gouverneur démocrate dans un État républicain. Quelqu'un qui a compris comment s'adresser à ce groupe d'électeurs issus des classes moyennes, qui va décider de l'issue de l'élection. Parmi les noms qui circulent, on trouve le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, ainsi que l'ancien astronaute Mark Kelly, aujourd'hui sénateur de l'Arizona. Tous 2 sont issus de swing states, ces États connus pour faire basculer l'élection. Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, s'est également imposé comme l'un des principaux candidats à ce poste. Lundi, il n'a pas exclu cette possibilité. Êtes-vous intéressé par le poste? Je me concentre sur mon travail ici en Pennsylvanie. On se concentre sur l'obtention de résultats pour le peuple. Le nom du ministre des Transports, Pete Buttigieg, qui avait été candidat à la présidentielle en 2020, a aussi été évoqué. De même que celui du sénateur afro-américain de Géorgie, Raphaël Warnock, et du gouverneur du Kentucky, Andy Beshear. Parmi tous ces candidats, Kamala Harris dispose de moins d'1 mois pour faire son choix. Pour terminer, la présidentielle du 28 juillet au Venezuela se tient dans une ambiance extrêmement tendue, avec 2 camps persuadés de gagner et refusant toute concession. Selon les sondages, l'opposition est largement en tête de ce scrutin auquel participent 8 candidats sans aucun poids. Mais Maduro, 61 ans, qui s'appuie sur l'armée et un harcèlement policier de l'opposition, promet régulièrement qu'il ne cédera pas le pouvoir, présidant le chaos sans lui. France 24. Sur cette pancarte, ces jeunes réclament du changement. À Maracaibo, la 2e plus grande ville du Venezuela, l'opposition unie contre Nicolás Maduro défilait ce mardi, charriant avec elle des milliers de Vénézuéliens pleins d'espoir à l'aube de l'élection. Leur candidat, Edmundo González, 74 ans, ancien ambassadeur qui remplace au pied levé Maria Corina Machado, charismatique leader de l'opposition déclaré inéligible. Il est temps pour le Venezuela de trouver la réconciliation entre les Vénézuéliens. Assez de cris, assez d'insultes. González fait la course en tête dans les sondages, mais Nicolás Maduro, l'héritier d'Hugo Chávez au pouvoir depuis 2013 et candidat à sa réélection, n'a pas dit son dernier mot. L'opposition l'accuse de tentative d'entrave au bon déroulement du scrutin et d'une centaine d'arrestations durant la campagne. Surtout, le président sortant a l'air décidé à ne pas facilement céder le pouvoir si l'opposition remportait l'élection. Il multiplie les allusions à une possible guerre. Le 28 juillet se décide le futur du Venezuela pour les 50 prochaines années. S'il devient un Venezuela de paix ou un Venezuela convulsé, violent et perclus de conflits. La paix ou la guerre. La semaine dernière, il a même parlé d'un éventuel bain de sang. Longtemps l'un des pays les plus riches d'Amérique latine grâce à sa manne pétrolière, le Venezuela est aujourd'hui empêtré dans une crise économique sans précédent qui impacte ses habitants. Un quart de sa population a quitté le pays en 10 ans, laissant ceux qui sont restés décider de l'avenir du Venezuela dans les urnes.
fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après la série Dynasty. Au revoir et bonne soirée sur Viva.